Salut à tous, je vous propose la suite ici des petites aventures de la Deceuninck Quick-Step en mode carrière suite à un Giro qui était assez, on va dire, réussi, peut-être un petit peu trop en vérité. Et l'épisode là que je vous propose est assez long, mais je voulais que ça fasse un tout et qu'on puisse proposer comme ça le Dauphiné ainsi que le Tour de Suisse pour pouvoir faire le point un petit peu avant ce Tour de France que je vous proposerai ensuite. Et honnêtement, il y a pas mal de choses, je trouve, intéressantes dans cet épisode-là, celui-ci. Donc, avant de faire un petit point avant le Tour, j'ai fait un peu voter à un moment donné sur le Discord pour qu'on puisse un peu mieux se projeter sur le Tour de France. En gros, j'ai suivi la majorité. Je vous dirai ça à la fin. Pour commencer, critérium du Dauphiné. Donc là, on est évidemment tous derrière Julien Alaphilippe, l'équipe qui va soutenir Alaphilippe n'est absolument pas bâtie pour le classement général, puisqu'on emmène Bennett, on emmène Cerny, Declercq, Morkov, Van Lerberghe, les gros rouleurs, et puis un Dries de Venins en totale convalescence. Mais il faut bien l'aligner un jour sur des courses, suite à sa très très grosse blessure, parce qu'il avait raté près de 3 mois et demi, je dirais de février à mi-mai, quoi, à peu près. Hein. C'était assez pénalisant pour sa saison. Le vieux Dries qui prendra sa retraite à l'issue de cette saison-là, c'est passé dans le fil d'information du jeu. Voilà, donc dernière saison pour De Venins et peut-être une situation quand même pas très très facile pour lui. Cette étape 1, je me suis attaché à essayer de jouer à la base pour Bennett. À la base, je joue pour Bennett cette étape numéro 1. Après, parce que le scénario, le variant, c'est un 2021. Le profil de l'étape 1 nous fait vraiment, vraiment penser à une possibilité de sprint. Hein. Et d'ailleurs, de nombreux coureurs, malgré une petite cassure en fin d'étape, vont se battre comme ça pour la victoire au sprint. Et puis je vais quand même, à tout hasard, me lancer un petit peu avec Julien Alaphilippe, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, vous savez, sur un départ de quelques-uns, à la toute fin de l'étape. Bennett n'est peut-être pas aussi costaud que peuvent l'être Pogačar, Yates, Sharman notamment, sur cette toute fin d'étape où finalement ce petit groupe va s'expliquer avec ensuite un groupe un peu plus nombreux, un peu plus important qui va suivre. Bennett était un petit peu court. J'ai joué la carte à Alaphilippe. Je pensais pas sincèrement être vraiment suivi. Je pensais devoir ensuite sprinter avec Bennett. C'était presque un peu un départ en leurre, comme j'aime bien faire sur le jeu. Mais en vérité, ça a fonctionné. Puis, on marquera quand même que Pogačar était très très présent sur ce coup-là. Voilà. Donc, du bon Alaphilippe pour démarrer. On a donc notre victoire d'étape. Quelque part, tout ce qui compte maintenant, c'est de s'amuser, c'est de tester des choses. La petite victoire a été obtenue. Mais quand on voit l'étape numéro 2, on sent bien que le final est quand même propice à quelque chose. Si je détaille ce Dauphiné, c'est parce que c'est exactement le même variant que celui que je vous avais proposé avec Gazprom, et notamment l'équipe autour de Lutsenko, l'équipe avec Gianni Moscon, entre autres, qui avait fait suite au Giro de Galkuk, Alessandro Covi et compagnie. Et j'avais envie aussi de pouvoir comparer et peut-être de pouvoir aussi mieux performer que je ne l'avais fait avec l'équipe autour de Alexei Lutsenko. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Je me dis que quand même, normalement, en note intrinsèque, Alaphilippe est supérieur à Lutsenko, même si le Lutsenko de Gazprom n'est pas mal du tout, mais tout de même, après 1 an et demi de jeu, Alaphilippe, c'est quand même un standing au-dessus. Et donc, par exemple, sur cette étape où j'avais été un peu court avec Lutsenko, il avait du mal à ce moment-là à lutter avec les tout meilleurs, même les tout meilleurs, disons-le clairement, pour le classement général. Hein. Déjà, sur cette étape numéro 2, les tout meilleurs se révèlent. Là, c'est sûr qu'avec Julien Alaphilippe,
c'est une autre limonade. On se retrouve à pouvoir sortir ici, malgré le très bon comportement de certains leaders. Vous voyez ici Pogačar qui est obligé de lâcher un petit peu, Vingegaard qui fait le boulot pour Roglic, mais au bout d'un moment, il cède. Et Julien Alaphilippe dispose ainsi d'une avance assez considérable, faute d'équipier derrière pour rouler. Les leaders, hein, même si Richie Porte ici, qui va faire l'équipier pour Bernal ou Carapace, on verra, mais en tout cas, il fera l'équipier sur ce Dauphiné, vont se réveiller sur la toute fin, mais l'avance est prise. Il y a une espèce de faux plat descendant là qui devrait nous permettre d'arriver sous la flamme rouge pour Alaphilippe, d'arriver voilà, en vainqueur au bout de cette étape-là, avec peut-être même une légère prise de temps. On va voir. On va voir s'il y a du temps qui a été crédité au bénéfice d'Alaphilippe. Bon, l'étape était vraiment taillée pour lui. Hein. Là, c'était plus que clair. Enfin, taillée pour lui. Il y aurait aussi une arrivée en descente qui serait taillée pour lui. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même du sur-mesure. À voir, en tout cas, comme je disais, quel écart peut être crédité à Julien Alaphilippe sur ce coup-là. Regardez, 19 secondes sur Pogačar et 30 secondes sur tous les autres. Poursuivant immédiat en tout cas, Bernal n'a donc pas pris un très gros éclat. Celui qui a pris un petit peu plus cher, c'est Roglic. Mais je crois que finalement, avec le jeu des non-cassures, au moment de comptabiliser certains écarts, il limite la casse. Primož Roglic. Puis après ces deux petites performances sympathiques de Julien Alaphilippe, donc c'est tout à fait dans l'esprit du jeu de faire ça avec Julien Alaphilippe, où on peut quand même faire énormément de choses. Le coureur est tellement fort qu'il nous propose pas mal de possibilités sur des arrivées assez variées. De Klerk et Van Lerberg, ici, en milieu d'étape, sont chargés de maintenir, on va dire, un certain écart. Là, je vais rajouter Joseph Cerny. Un certain écart, en tout cas, avec l'échappée, histoire de pouvoir quand même encore viser la victoire au sprint, éventuellement pour Bennett. Pogačar va chuter, mais il sera assez rapidement ramené par des équipiers qui ont décroché. Pas de problème. On a donc toujours notre petit travail ici, préliminaire pour le sprint. Alors le train ici, je vais varier, j'aurai pas toujours le même train, mais ici c'est De Klerk, ensuite il s'écarte, Van Lerberg, et normalement le dernier lanceur c'est Michael Morkov, et on va lâcher très proche de la ligne, regardez, on va lâcher très très près de la ligne, pour une victoire, elle est quand même somme toute relativement nette, au sprint pour Sam Bennett devant Mathieu Van Der Poel. On retrouvera ces deux mecs, notamment en lutte sur le Tour de France, dès lors qu'il y aura un sprint. Tour de France que dont je proposerai la première semaine, les 9 premières étapes, à l'épisode 13. Voilà. J'ai déjà commencé un petit peu à le jouer. Donc, Sam Bennett l'emporte sur Van Der Poel. Bon, derrière, on peut pas dire qu'il y ait vraiment non plus un plateau qui a fourni vraiment une grosse lutte face à ces deux géants du sprint. Surtout Bennett, quelque part. Notre train a fait le boulot. Étape 4, ensuite. Étape 4, relativement... C'était un contre-la-montre. 13,5 km. Donc moi, je serais tenté de le comptabiliser comme... on va dire... 65% prologue et 35% CLM, si j'ose dire. Mais donc, à l'arrivée... On peut s'attendre. Moi, je mène toujours des petits tests là. J'aime bien les contre-la-montre, il faut le dire, sont un aspect du jeu qui est extrêmement intéressant sur Pro Cycling Manager 2021. Vous voyez, s'il faut commencer à chercher des satisfactions en fait sur ce jeu, c'est surtout du côté des contre-la-montre que je trouve des satisfactions. Et peut-être un autre niveau, mais ça on en parlera un petit peu plus loin. Donc, pas de spoil. Alaphilippe s'élance. Bonne forme pour dire qu'on est sur du tour préparatoire à un grand tour. Donc on n'est pas sous pic. On a hérité de manière, je dirais, assez chanceuse. C'est pas non plus un plus 5, mais on a hérité d'un plus 2 qui n'est pas dégueulasse. Et donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose de propre sur ce contre-la-montre. Roglic
tient l'intermédiaire 2 à La Roche sur Molière. La Roche-la-Molière, excusez-moi, j'ai complètement craqué, je ne connais pas ce lieu. Au moment où Alaphilippe s'avère qu'il a 5 secondes de retard au premier intermédiaire. Pogačar semble faire une performance relativement moyenne. Van Der Poel et Yates, on s'y attendait peut-être un petit peu plus. Quoique Van Der Poel IRL, ça commence à être coquin au niveau des contre-la-montre. Mais voilà. Allez, Alaphilippe en termine. Quatrième. Quatrième derrière Roglic, Richie Porte, Juan Dennis, Vingegaard, vraiment très fort. Celui qui prend un petit peu plus cher en fait sur ce coup-là, c'est Tadej Pogačar, ce qui fait que Alaphilippe, au soir de l'étape 4 de ce Dauphiné, se retrouve avec 40 secondes sur Roglic, 58 sur Pogačar. Voilà, il faut regarder un petit peu plus sur Bernal. Il faut regarder les principaux grimpeurs, parce qu'après, vous savez certainement que les étapes 6, 7, 8, sont de très très grands moments d'étapes, on va dire, montagneuses, hein, vraiment très très difficiles. Là, il y a encore une petite opportunité pour se faire plaisir au sprint sur l'étape 5. Donc on va la faire courte, hein. Il y a eu quelques petites difficultés, mais pas grand-chose qui n'ait pu entamer la forme des uns et des autres, même si voilà, Bennett n'est pas dans une forme prodigieuse, mais oui, il le vit quand même mal, hein, les dernières bosses, au moment où il y a une accélération comme ça de certains coureurs, il vit quand même mal les dernières bosses, Sam Bennett, mais il peut peut-être encore sprinter. À ce stade-là, il y a moyen de se refaire un petit peu sur la descente, sur le faux plat descendant, il reste 6-7 km. On a peut-être moyen d'emmener pour Sam Bennett. J'hésite, hein, parce qu'en fait, quand je vois la barre d'Alaphilippe, avouez que c'est quand même tentant de plutôt jouer le sprint pour Julien. À voir, en tout cas. Donc, on va se décider, hein, sans tarder. Souvent des petits dilemmes, moi, comme ça, en fin d'étape, même si j'ai envie de jouer pour le sprinter. Alaphilippe, c'est particulier. C'est un coureur encore un petit peu à part à ce niveau-là. On va donc, a priori, lancer pour Bennett avec Alaphilippe. Mais en fait, il s'avère que, bon, en fait, avec ce tournant, ce virage à droite, là, au tout dernier moment, Alaphilippe s'impose. Hein, et c'était clairement, là aussi, une étape qu'il pouvait prendre. Maillot jaune, donc, de leader de ce Dauphiné, conforté sur cette étape 5. Vous allez voir que la suite ne rigolera pas autant. Maintenant, évidemment, on a pris 10 secondes de bonif, donc Philippe se retrouve avec 50 secondes sur Roglic, etc., etc. Passons à ce qui va nous déstabiliser très clairement. Cette étape 6, déjà. Cette étape 6 est déjà très difficile, en vérité. On se retrouve avec une forme qui est celle qu'on attend sur un Dauphiné. On attend le 0, hein, finalement. On attend 0 ou 1, on va dire, suivant le moral du gars, éventuellement le paramètre météo qui peut rentrer en compte, mais on n'attend rien d'autre que du 0 ou du 1 effectif. Statistiquement, en tout cas, c'est ça qui doit dominer. Et puis on va voir que dès lors que les difficultés vont commencer, alors ici c'est le col de la Placette, il va y avoir un comportement d'Ineos Grenadier qui va être, je trouve, assez intéressant, puisqu'ils vont vraiment prendre, à plusieurs moments, ils vont prendre vraiment la course à leur compte. Hein. Apparemment, ça joue vraiment très très serré pour Egan Bernal, qui a un peu de retard au général, mais ce retard n'est pas insurmontable vu tout ce qui nous attend encore. Hein, donc, Ineos Grenadier peut vraiment espérer. Bahrain Victorious ne s'en mêle pas ici. C'était un petit peu d'Arkea qui roulait avec Barguil, mais non, voilà, regardez, après, chasser un petit peu les autres équipes. C'est de nouveau Ineos Grenadier qui prend la tête du peloton, et surtout qui nous élimine tous les équipiers. Ce qui fait qu'en fait, très très loin du money time, hein, du moment où en fait les choses vont se jouer, Alaphilippe en fait est seul depuis beaucoup trop longtemps déjà, et on va arriver ainsi à ce que quand Pogačar, Roglic, Bernal notamment sortent,
bah la Philippe, moi je n'ai absolument plus les moyens de sortir. C'est peine perdue. On va céder notre maillot jaune. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Pogačar, Roglic, Bernal. Ah voilà, le Bahreïn victorieux, c'était Landa. Et puis je crois qu'il y avait Quintana qui avait réussi à choper le bon wagon aussi. Bref, 5 hommes bien plus forts que les autres dans le contexte de cette étape 6. Et comment est-ce que ça va finir l'histoire ? Par une petite explication. Gaudu a réussi à réintégrer le groupe à l'avant. Il s'est gavé, David Gaudu. Et il va se passer un phénomène qu'on a déjà vécu. Enfin voilà, ça va rappeler des souvenirs à certains vieux habitués, on va dire, de mes vidéos. Regardez ce qui va se passer. David Gaudu va prendre une avance, on pense à ce moment-là, définitive, sur Pogačar, Roglic et Bernal. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va lever les bras, regardez. Hop là, lève les bras, mais il va se faire déposer sur la ligne par Pogačar qui finalement s'impose. Donc ultra domination de Pogačar, Roglic, Bernal, avec quand même une super perf de David Gaudu. Et on s'est accroché aux branches avec Julien, on a fait ce qu'on a pu, mais 75 montagnes, tu cherches pas. Il n'y a pas de place par rapport à 84 montagnes, par rapport à 83 ou 82, que sais-je. Ça fait trop mal. La différence, elle est trop forte. Je crois qu'en fait, Pogačar, Bernal, ils ont 84. Et Roglic, il a 82, mais avec des super notes ailleurs. Donc en fait, ça peut limite compenser. Voilà, donc la petite Caruso, voilà, pour les anciens qui avaient déjà vu la série Lotto Soudal de PCM 2018. Il y a le petit clin d'œil, c'est la Caruso, spécial Caruso. Ça s'est passé sur un Giro, en fait, et l'IA avait levé les bras par l'intermédiaire de Caruso. Et puis, en fait, je crois que c'est Emmanuel Bourgman ou quelque chose, un gars avec lequel je jouais, qui le passe sur la ligne, en fait. C'était un moment assez rigolo. Et depuis, c'est vrai que j'ai tendance à le remémorer à chaque fois, parce que c'était assez marquant. Voilà, toujours est-il qu'on a pris cher, donc, sur cette étape 6. On est déjà rangé au vestiaire tous nos rêves de performance, en tout cas de victoire sur le classement général, c'est clair. Après, performance, oui, il peut encore y avoir un top 10, peut-être même un top 5, suivant l'état des formes du jour de Julien Alaphilippe. Donc on ne désespère pas. À ce stade-là, l'étape 7 est somptueuse. Honnêtement, c'est la deuxième fois donc que je la joue seulement. Je jouais aussi avec Gazprom, je vous le disais en début de vidéo. Je l'ai trouvé super difficile quand je jouais avec Gazprom. Mais je vais la trouver aussi, mais horriblement difficile avec cette équipe. Alors, ce qu'il faut bien dire, je pense que un certain nombre de personnes qui regardent cette vidéo s'est déjà fait la réflexion, et peut-être même vous demander pourquoi est-ce que je n'en parle pas. L'équipe autour d'Alaphilippe est très très faible. Regardez comme on a du mal à suivre, en fait. Même en effort 82, il faut que je monte à 85, et encore je n'arrive pas à hisser Alaphilippe à la hauteur des meilleurs. Regardez la cassure, ça nous pend au nez. La cassure nous pend au nez à ce stade-là, et bam, sur le franchissement du GPM, ça bascule sans nous. Donc on est en difficulté, c'est clair. Après, je suis revenu un petit peu dans la brève descente. Puis derrière, allez, Cormet de Roseland après le col du Pré, ça fait très très mal. Cette fois-ci, on bascule avec les meilleurs. Mais bon, ce qui nous attend derrière est particulièrement difficile. Vous allez voir que ce sera un grand moment de souffrance. Alaphilippe est toujours tout seul. Pourquoi ? Et donc j'en viens à ce que je disais juste avant. Pourquoi ai-je aligné une équipe aussi faible autour d'Alaphilippe sur ce Dauphiné, à moins que ça ne soit pas un objectif finalement. Je me retrouve un peu en contradiction, parce que je suis là à souffrir et en fait à me prendre au jeu et à me dire que ça aurait été tellement bien de pouvoir jouer le général ici et de pouvoir déjà prendre... on va dire supporter la comparaison, on va dire, avec les meilleurs grimpeurs en vue du Tour de France pour s'étalonner un petit peu, pour savoir de quoi on était capable. Honnêtement, non, j'avais aligné cette équipe, je me disais, tu vises une victoire d'étape pour Alaphilippe,
sur terrain vallonné, une victoire pour Sam Bennett, et basta, ce sera juste une préparation, ça ne comptera pas. Voilà. Évidemment, après, on joue, on se prend au jeu. C'est pour ça que l'équipe, en fait, est très très faible. Voilà, ce que je voulais juste préciser, c'est parce qu'en fait, au niveau grimpeur, l'équipe est juste trop faible par rapport à ce qu'on aurait pu espérer aligner si jamais on avait voulu jouer le général pour de vrai. Donc il faudra quand même qu'un jour je joue le général de ce Dauphiné avec peut-être quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, que Julien Alaphilippe. Peut-être que Julien aurait été mieux sur le Tour de Suisse que je vais vous proposer juste après. Mais ça, on le dit après. On ne peut pas le dire avant les choses. Pogačar en énorme domination sur cette étape 7. La montée vers la Plagne aura été à l'avantage de Pogačar. Roglic sauve les meubles. Simon Yates, troisième, un beau troisième. Et derrière, Bernal, Bardet, Landa, etc., etc. Et nous, on est très, très loin. Bien trop loin. Donc voilà, hein, vous avez vu, 3 minutes. On passe quasiment aux 4 minutes au sommet à la Plagne. Voilà. Donc, ça y est, le classement général s'éloigne définitivement. Et Pogačar semble s'emparer ici de manière décisive du maillot de leader, hein, non en tout cas, c'est ce qu'on pense largement à ce moment-là, parce qu'il y a 47 secondes sur Roglic. Il faudrait vraiment un gros craquage pour que ça bascule encore une fois sur ce coup-là. C'est peut-être ce qui va arriver. Vous voyez, on est 13e à ce moment-là, à 7 minutes 30. 13e, ça donne des envies, ça. On se dit, mais peut-être que je pourrais partir en échappée et offrir un petit moment de bonheur avec victoire en échappée d'Alaphilippe, qui n'est déjà même plus dangereux pour le général. En tout cas, c'est ce que je vais tenter, évidemment. Je vais tenter de partir pour voir un petit peu la manière dont les choses se passent. Partir à l'avant, c'est finalement dire, ok, je joue qu'avec un seul coureur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous lancez Alaphilippe dans une échappée, avec cet effectif-là, ce roster-là aligné sur le Dauphiné, en fait, ça veut dire qu'en gros, tous les autres, vous les condamnez à se faire exploser dès la première grosse montée. Et en fait, tous ces 6 autres coureurs n'auront servi à rien, en vérité. De toute façon, on ne nous a pas laissé sortir. Et quelque part, là, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer quelqu'un devant. Un Devenins aurait été indiqué, mais un Devenins, il est en sous-forme phénoménale. Il est là, mais en fait, il n'est pas là. Du coup, je me dis, écoute, essaie d'envoyer Joseph Cerny. J'aurais pu envoyer De Klerk également, parce que De Klerk, que je tente ici d'envoyer, c'est encore le deuxième moins mauvais, ou le moins mauvais grimpeur, entre guillemets, parce que Team De Klerk, grimpeur, faut arrêter les substances hallucinogènes. Mais bon, là, dans l'équipe qui est alignée, c'est le deuxième moins mauvais grimpeur de l'équipe. Donc, pourquoi cette stratégie d'envoyer ? C'est parce que je sais très bien que s'il reste avec le peloton, au moment où il va y avoir des accélérations assez violentes des équipiers de UAE, des équipiers de Jumbo-Visma par exemple, en fait, je ne pourrais rien faire. Et mes équipiers, vous voyez à l'image de Cerny ici, que j'ai rabattu dans la roue dans la protection d'Alaphilippe, vont avoir leur barre qui va chuter, mais vertigineusement et quasi immédiatement. En l'occurrence, De Klerk, il n'a pas pu prendre le champ nécessaire, parce qu'en fait, le peloton n'a jamais laissé à cette échappée le temps de se développer et de prendre le large. De Klerk, du coup, n'a jamais pu non plus prendre le champ qui lui aurait permis, même un peu épuisé, de se reconstituer en attendant Alaphilippe. Vous voyez ? Stratégie, donc, en fait, ça, c'est une chose à laquelle je penserai pour le Tour de France qui va suivre, où le même type de souffrance va se produire, c'est certain. Il y a des moments où la montagne sera trop difficile et il faudra essayer de ruser avec des équipiers. Vous voyez, là, on est loin, là, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. On est loin alors qu'on n'est pas dans un petit niveau d'effort et on est très très loin. On ne tient pas, en fait. Il y a un rythme qui est beaucoup trop élevé, en fait, pour nous. Alaphilippe est livré à lui-même. Il reste encore beaucoup trop de kilomètres
à ce stade-là. Oh, Bernal attaque vraiment de trop loin ici, faut pas quand même non plus rêver. On a espoir de rentrer dans la descente, mais en tout cas cette ascension a été affreuse, quoi. On a pris hyper cher, et au final, heureusement que oui, évidemment sur les qualités de descendeur on va s'accrocher, etc. Mais Alaphilippe est tout seul jusqu'à la fin de l'étape. Il reste un hors catégorie à gravir. Donc je pense que la stratégie qui peut être moins perdante pour cette équipe, après je vous parlerai à la fin de l'épisode de ce à quoi ce que j'ai vécu là que je vous montre m'a fait réfléchir et pourquoi je vais adapter mon équipe pour le Tour de France. Mais clairement, il faut pas y aller avec trop de rouleurs. Limite, en fait, Sam Bennett, je vais l'emmener, mais si on veut jouer le général, il faudrait une équipe vachement orientée autour du général et certainement pas autour des étapes comme on est tenté de le faire avec cette équipe qui est une chasseuse d'étapes également. Il y a aussi l'aspect un peu réaliste, si tant est qu'un jeu puisse l'être, puisqu'en fait un jeu n'est jamais réaliste, mais qui est de se dire je joue avec du Koenig Quick-Step, il y a certains moments où je ne m'excite pas, je joue les étapes, je joue pas le classement général, c'est impossible. Donc voilà, toujours les mêmes qui se détachent. Alaphilippe a lâché depuis fort longtemps, il reste encore 20 bornes, donc quand même une grosse partie en descente. Bernal et Roglic sont partis, et du coup Pogačar se retrouve en poursuite. Et là, il y a quelque chose de super intéressant en fait au niveau de la course. Tiens, c'est marrant, Bernal et Roglic, comme l'autre jour sur la Vuelta. C'est très rigolo. Si les deux collaborent, on est Roglic, on dit à Bernal, roule mon grand, la victoire d'étape, elle est pour toi. Ah zut, resserrement en tête. Mais Pogačar a 2 doigts de craquer, regardez-moi ça. Et les autres ne s'excitent pas. Ah si, quand même, ils partent. Roglic sprint. Bernal semble prendre le meilleur ici sur Primož Roglic qui finalement sprint et s'impose au sommet avec un écart qui nous laisse encore du suspense par rapport à ce classement général. Voilà. Qui va finalement remporter le général de ce Dauphiné? Écoutez, ça va être Pogačar. Et moi, je suis dégoûté que Roglic, dégoûté dans l'absolu, je m'en fous, mais dégoûté que Roglic n'ait pas joué le coup un peu plus intelligemment avec Bernal. Il y avait moyen de te le faire craquer, le Pogačar, surtout 6 secondes à l'arrivée d'écart. Il y avait moyen de le faire craquer et de le laisser perdre 1 minute ou 1 minute 30 sur la fin, à condition de gérer son effort, de collaborer, et malheureusement je dirais pour la beauté du truc, pour le côté un peu suspense, c'est pas ce qui s'est produit. Roglic se contente de la victoire d'étape et de la 2e place, Bernal 3e du général, et Pogačar s'est imposé. Voilà les maillots, j'ai fait défiler un petit peu. C'était donc le Dauphiné. Petite claque, et petit retour à la réalité en fait, qu'on se prend en pleine figure, ça fait du bien sur ce Dauphiné. Après évidemment, la course que je propose aussi dans cet épisode, c'est ce Tour de Suisse. Alors je crois qu'on est aussi, mais là je parle sous votre contrôle, je vais peut-être sortir une énorme bêtise, parce qu'en fait je l'avais pas beaucoup suivi à l'époque, j'étais assez occupé. Tour de Suisse 2021 me semble-t-il. Donc en fait très intéressant, et j'ai emmené ici une équipe un peu bâtie autour de Van Sevenant, de évidemment Honoré et de Bagioli, pour ce qui est de pouvoir s'imposer dès que le terrain s'excite un peu. Et puis on a quand même un petit train sympa à proposer avec un Asgreen en rouleur inépuisable, Lampart en relais suivant, un petit peu moins fort qu'Asgreen, mais un registre quand même un petit peu proche. Et ensuite on a Stybar qui peut aider éventuellement Florian Sénéchal à bien figurer sur certains sprints si l'occasion se propose. Donc mes espoirs là pour le contre-la-montre, ils étaient beaucoup sur le dos de Yves Lampart. Malheureusement, il n'a pas pris le meilleur temps provisoire,
Et donc, tout se reporte sur Kasper Asgreen, mais qui, catastrophe totale, se retrouve avec une mauvaise forme du jour. C'est dommage, parce que un Asgreen à +3 ou même +2, ça aurait vraiment pas été la même histoire, je pense. Du coup, un petit peu de tristesse, de déception. Asgreen ne fera pas un bon contre-la-montre. Et finalement, c'est Lampard qui nous fait le meilleur temps. Très belle victoire de Stefan Bissegger. On a 3 Suisses dans les 4 premiers. Vous voyez les noms. Et tout de suite, là, on se dit... Attends, mais c'est quoi ce truc ? Ah bah oui, bien sûr. Tous les meilleurs grimpeurs, tous les meilleurs coureurs pour le classement général étaient sur le Dauphiné. Puisqu'on a eu un Dauphiné qui était une explication majuscule entre les tout meilleurs du peloton, au niveau du classement général sur les grands tours, par exemple. Fatalement, oui, ils ne pouvaient pas être sur le Tour de Suisse en même temps. Et donc, on va assister à un Tour de Suisse sur lequel peut-être que le meilleur coureur, en fait, présent, c'est Marc Hirschi. Alors, Marc Hirschi, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout. Mais ça choque par rapport à ce qu'on vient de voir avec Pogačar, avec Roglic, qui était pas mal secondé, avec également Bernal, autour duquel on avait aligné Carapaz, on avait aligné Richie Porte, je crois même qu'il y avait Geraint Thomas dans le coup, enfin bref. Très grosse disparité dans la manière dont les choses ont été planifiées, comme si le Tour de Suisse c'était la division 2 et en fait le Dauphiné c'était la division 1. Je crois que dans la réalité les choses sont peut-être un petit peu plus proches. Et voilà, c'est comme ça. Matej Mohoric va faire un très beau Tour de Suisse. Il sera un dynamiteur quasi permanent des choses. En plus, sa note de descente l'aide à vraiment bien provoquer les choses dès lors que le terrain s'avère accidenté, je dirais, au minimum. On a quelques chutes, on a quelques cassures, on a quelques petites difficultés parfois. Des mecs qui prennent des cassures aussi en ravitaillant. J'essaie de jamais me faire avoir, mais je dis pas que ça m'arrive jamais. Ça peut m'arriver une fois de temps en temps de perdre un gars sur un ravito, ce qui est mal joué clairement, mais voilà, autant le dire, il faut être honnête. Ça s'excite un petit peu en cette fin d'étape 2. Étape 2, vallonnée, il y aura une arrivée sur un replat consécutif à une dernière difficulté. Jan Tratnik essaye de s'échapper. Mohoric le suit, c'est Sloven time. Après Roglic, après Pogačar en superstar sur le Dauphiné, on a Tratnik et Mohoric qui s'échappent. Et qui peut-être ne seront jamais revus s'ils se débrouillent bien, parce que le groupe de poursuivants est relativement restreint, même si on a Dylan Van Baarle qui s'emploie, et heureusement, oui, on va les reprendre. On va les reprendre notamment grâce à un énorme travail de Kasper Asgreen dans un deuxième temps. Donc, en fait, c'est les Flandriens, comme j'adore ça, j'adore ces scénarios où on a comme ça des Flandriens qui font un énorme boulot pour ramener sur des échappées, ou des tentatives en tout cas de départ. C'est Bagioli qui va récupérer les fruits du travail de Kasper Asgreen pour s'échapper comme ça dans le final de cette étape 2 et terminer en solitaire. Ici, voilà, on a le temps de lever les bras. C'était dur quand même. À la fin, on pouvait se faire reprendre. Marc Hirschi a sprinté. L'écart sera très très faible. Là, je ne sais même plus s'il va y avoir un écart crédité sur le coup. Quand même, il me semble qu'il y aura un peu moins d'une dizaine de secondes. Asgreen, Honoré éliminé un petit peu sur malchance en fait du final de cette étape-là. C'est dommage. C'est un coureur très très intéressant. Et donc, victoire pour l'ami Bagioli. Oui, 13 secondes quand même, ça va. Il y a eu un petit crédit de temps. Ce qui fait que, au général, forcément, après le contre-la-montre qui avait précédé, on n'existe quasiment pas. Le mieux classé, c'est Bagioli à 11e. Enfin bref. De toute façon, là, on fait vraiment profil bas ici. On sait très bien qu'on ne gagnera jamais ce Tour de Suisse. Quoique, sur un concours de circonstances. Mais a priori, on ne le gagnera pas. Allez, ça va devenir plus difficile après. On aura une étape
notamment 5 là, qui est dans un final horrible. 6 également est très délicate. 7, c'est un contre-la-montre qui n'est pas vraiment pour nous. Et 8, c'est pour la touche finale. Pour la touche finale. Toujours est-il que voilà, dans cette étape 3, là encore, sprint peut-être. Moi en tout cas j'avais envie de jouer le coup pour Florian Sénéchal. Pour ça que je l'ai protégé en fait pendant toute l'étape. Alors évidemment, il est malheureux le pauvre au tirage. -3 de forme du jour. C'est excessivement malchanceux, mais allez, on y croit. Si on l'emmène, peut-être qu'il peut récupérer sur, on va dire, la dernière zone relativement faux plat descendante que propose cette étape. On sait jamais. En tout cas, il faut essayer de se mettre en situation de sprinter avec Sénéchal, même si, regardez, il y a presque plus de barres, le pauvre. C'est très très difficile. Chercher à faire un petit train à la fin, parce que, je me disais, il faut essayer de l'emmener, en tout cas, le mieux possible. Bagioli a une belle capacité ici à rouler. Van Sevenant également. On a bien récupéré, en fait, pendant la descente, ce qui fait qu'en fait, on est prêt à réagir à l'attaque de Matej Mohoric. Mohoric, peut-être future cible de l'équipe. Il n'est pas dit qu'on ne tente pas quelque chose. Et ici, on va sprinter. Étant donné que Sénéchal n'était plus en mesure de le faire, Garcia Cortina s'impose, Stybar fait 2. Ouais, pas de bol. Peut-être lancé un petit peu tard le sprint de l'ami Stibi. En tout cas, ça aurait été une belle histoire d'arriver à gagner une étape avec Zdeněk Stybar, mais ce ne sera pas pour cette fois. Très belle victoire pour Garcia Cortina. En fait, c'est bien parce qu'en fait, il y a des outsiders et des mecs qui ne s'imposeraient pas si les tout meilleurs étaient présents, qui ont leur chance sur ce Tour de Suisse. Donc ça a un côté rafraîchissant un peu. On peut enfin voir un petit peu autre chose que de l'ultra-domination des énormes favoris, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, en fait, à jouer. Bon, l'étape 4, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Un numéro en solitaire de Marc Hirschi sur la toute fin de l'étape, peut-être, profitant de cette descente qui précède l'arrivée, en basculant, on va dire, habilement. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que sur quoi je me suis projeté à la base. On essaye de s'économiser également. On n'a pas la charge de la course. C'est pas un contexte dans lequel on a trop à se fatiguer. Néanmoins, par contre, je vais constituer un petit train dans le Zanemeser, donc la dernière difficulté du jour. Mohoric qui part, énorme départ de Mohoric, quelle giclette, mais quelle giclette le gars. Honoré tente sa chance, Hirschi l'accompagne. Oh là 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 là, là il faut la jouer fine parce que les 3 hommes semblent partis pour se disputer la victoire d'étape, et je vais garder la roue de Marc Hirschi. Ce serait sympa d'en offrir une à Honoré, qui n'en a pas beaucoup claqué jusque-là. Allez, on sprint. Ah, malheureusement, on est un peu court sur l'accélération. Hirschi est supérieur. Bon, en valeur intrinsèque, on n'est pas surpris. C'est logique totale que cette victoire de Marc Hirschi. J'aurais presque pensé que la descente aurait permis à Mohoric de reprendre plus de barres et de sprinter comme un ouf. Sauf qu'en fait, même quand vous sprintez en descente, vous consommez quasiment pas de barres, sauf quand la pente est trop faible. Mais du coup, il a pu se refaire, mais Hirschi s'est refait suffisamment, et pour moi, c'est la note d'accélération qui a permis de gagner cette étape-là pour Hirschi. En tout cas, là encore, on avait une possibilité. On a fait 2e avec Stibi, on a fait 2e avec Honoré, on en a pris une avec Bagioli. Il serait bon de peut-être envoyer quelqu'un à l'avant sur l'étape d'après, ce sera chose faite. Je vais envoyer Sénéchal. Alors, on va dire, attends, mais tu es complètement dingue. Tu crois que Sénéchal peut gagner une étape comme celle-là ? Non. Mais en fait, comme il a 59 en montagne, le pauvre, de base, alors il y a un petit bonus, mais je me dis, si je l'envoie à l'avant, il y a peut-être une chance pour qu'ensuite je puisse le faire décrocher pour
que ça fasse un homme en protection supplémentaire sur Van Sevenant ou bien Bagioli. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas lequel des deux est mon leader en vérité. Van Sevenant a le profil de note pour être le leader, mais Bagioli, finalement, fait un super Tour de Suisse, et je me demande encore lequel des deux peut être le leader. Ici, on va se prendre une cassure, mais elle sera, voilà, indolore, regardez. On va pouvoir même se prendre à rêver. Vous avez vu, il y a O'Connor, il y a Paris Peintre, donc AG2R Citroën est quand même relativement présent. Ils ont l'avantage en tout cas d'avoir deux coureurs dangereux, là où Hirschi est quand même relativement seul dans son équipe. On a une attaque ici de l'Astra, on y répond, il n'y a pas de problème. Et là j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour la fin d'étape, parce que je me dis que on a l'avantage du nombre, et on a un Van Sevenant à +2, qui honnêtement doit pouvoir faire quelque chose. C'est ce qui me décide à rouler avec Bagioli. Je me dis tant pis. A priori, vaut mieux jouer pour Van Sevenant. Donc, je tente le coup de durcir avec Bagioli pour ensuite tenter une offensive avec Van Sevenant. Ici, on tente une petite offensive dans la descente. On est peut-être capable d'aller au bout. Allez, Maori. Tu peux le faire, mon grand. 21, 18, 20, 21. Ça semble bon, là, non? Ça semble bon. Eh ben non. Ça semble pas bon du tout. On s'est fait reprendre à toute fin. Ouais, c'était trop dur. C'était trop dur d'échapper à la vigilance d'Hirschi, de Mohoric, mais également de Ben O'Connor. Hein. Très très bon Ben O'Connor sur ce Tour de Suisse. Vous allez voir qu'en plus il est placé au général. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot, hein, Ben O'Connor. Voilà, général, Hirschi, Mohoric, O'Connor, l'Astra. Rien n'est fait. Étape 6 qui s'annonce. Les pourcentages ne sont pas énormes dans les difficultés de cette étape 6. Ce qui peut laisser la possibilité à un certain nombre de coureurs de tenter leur chance, même s'ils ne sont pas spécialement estampillés grimpeurs. Un puncher qui grimpe correctement et qui a par exemple une accélération suffisante peut largement gagner cette étape-là. Donc à voir. Moi je me dis, allez, envoie deux mecs à l'avant, notamment envoie le précieux Honoré, qui a un peu fait chou blanc la fois d'avant. Lampard, c'est pour le soutenir. Envoie deux types à l'avant. Et puis on verra. Alors du coup, comme après on s'est fait reprendre, je n'ai envoyé que Honoré la deuxième fois. Et je me dis, lui, il est capable de nous faire un petit numéro et d'aller chercher cette étape. 5 minutes, vous voyez, au passage au sommet. On est avec 5 minutes d'avance sur le peloton. Carlos Verona, ça n'est pas non plus insurmontable pour ce qui est de prendre le GPM. Voilà. Donc, nouvel objectif là d'ailleurs, hein, qui m'apparaît. Je me laisse tenter par l'idée d'éventuellement chercher le maillot de la montagne. Bon, on verra. C'est un petit objectif, vous me direz, c'est pas grand chose. Victoire d'étape, maillot de la montagne. En général, on a bien compris que c'est pas pour nous, mais au moins essayer de se faire des petits objectifs. En compagnie de Carlos Verona et du jeune prometteur Cepeda, on a. Franchement, ça va. Moi, ça me va. Une échappée avec ces deux mecs-là, avec un Honoré à +3. Ça me paraît pas mal du tout. On a du très bon Bagioli sur cette étape-là. Et c'est à lui que je pense en particulier. Vous allez me dire, ouais, tu passes d'un à l'autre et finalement, tu l'as sacrifié au coup d'avant. Là, tu vas le favoriser. Ah, je sais. Je sais, mais en fait, c'est parce que, comme en contre-la-montre, il n'y en a aucun qui s'est vraiment imposé comme une évidence. Puisqu'en fait, que ce soit Van Sevenant, Bagioli ou Honoré, ils sont tous très très médiocres en contre-la-montre. Hein. Ce qui est rare d'ailleurs pour un coureur chez Deceuninck Quick-Step. Et là, allez, on va tenter de faire le jump, d'aller reprendre Honoré, pour qu'ensuite Honoré, blam, nous tire vers l'avant. Attaque donc, vous l'avez compris, de Bagioli qui lance une offensive pour essayer de se rapprocher au général. Allez, on tente le coup. Après tout,
qui ne tente rien à rien. Il n'y a plus d'équipier UAE, très intéressant. Marc Hirschi est obligé de faire tout le boulot lui-même. Et ça me donne de l'espoir en fait. Dans la descente, évidemment, on fait rouler Honoré tant qu'on peut. Et on s'accroche derrière avec Van Sevenant. On sait jamais des fois qu'il y a une contre-attaque si ce groupe est repris. Quarantaine de secondes, stabilisé, 50 secondes. Ah, même à un moment, et là, non, en fait, ça revient. Ça revient parce que ça a roulé très très fort derrière. Ça, c'est une petite situation de course dans lesquelles on regrette que certaines équipes fassent le boulot pour d'autres. Type ici, AG2R Citroën, ils ont un peu fait le boulot pour Marc Hirschi. Mais d'un autre côté, AG2R Citroën, ils font le boulot pour eux avant tout. Parce qu'ils sont placés au général. Donc, ils ont une logique à rouler. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est ultra logique. Allez. Attaque de Bagioli dans le final. À 5 km de l'arrivée. Attaque de Bagioli. Est-ce que ça va fonctionner ? Qui va rester pour rouler ? Surtout ça qu'on se demande ici. À ce stade-là. 1 minute très rapidement prise. Le temps que ça réagisse derrière. Attention, Daryl Impey au sprint, c'est costaud. Attention, O'Connor également rentré en poursuite. Hirschi aussi fait partie des poursuivants. Bagioli va-t-il tenir avec sa minute sur ses poursuivants ? Réponse oui. Ça se relève légèrement derrière là. Enfin, ça se relève carrément même. Avant de lancer le sprint. Victoire. Deuxième d'ailleurs du coup pour Andrea Bagioli. Qui fait une petite opération en général, mais surtout qui prend une étape qui était... Ouais, moi je suis content de l'avoir prise, je trouvais que c'était intéressant. De toute façon, j'ai trouvé ce Tour de Suisse, vous me direz si vous avez préféré le Tour de Suisse ou le Dauphiné. Pour moi, ils n'ont rien à voir en fait l'un avec l'autre dans cet épisode. Pour ça, il y a une telle différence que c'est intéressant de les mettre un peu en parallèle tous les deux, tellement ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Moi, je sais que ce Tour de Suisse, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Je trouvais ça super marrant à disputer. Allez, on va essayer de finir maintenant. Il y a un contre-la-montre à l'étape 7. Ce contre-la-montre est très beau. Vous voyez, on me déclare Asgreen comme favori. C'est intéressant, ça. Mais là, par contre, les favoris donné par le jeu me semble mais totalement décalé par rapport à la réalité du truc, parce que il y a de tels pourcentages sur ces... C'est quoi déjà ? Presque 12... Il y a 12 bornes de montée, je crois, ou un truc comme ça. C'est tellement long le moment difficile qui fait appel à la note de montagne. Il suffit d'ailleurs de regarder les intermédiaires de Lampart, les intermédiaires de Stybar un petit peu plus loin. Temps final même de Stybar qui a repris du temps sur la descente, lui, évidemment, c'est un très bon descendeur. Même Asgreen, au moment où il s'élance, va être... honnêtement, ça va, à 67 montagnes. Si t'avais un contre-la-montre plat, tu t'en fous, en fait. Mais le problème, c'est que non, la note de montagne joue un rôle beaucoup trop important pour que ce soit négligé. Et Asgreen va terminer ici, vous voyez, ici, hop, on essaie de se caler pour terminer fort, mais on a regagné du temps, là aussi, dans la descente. Peut-être que Honoré, alors, peut faire un temps à voir, avec son maillot de la montagne sur le dos, là. Honoré, ce sera pas non plus flagrant. Van Sevenant, j'espérais peut-être quelque chose. Après, les formes du jour sont telles qu'à 0, tu n'as pas le boost qu'on pourrait attendre au niveau des notes de contre-la-montre. Regardez, c'est amusant, il y a ce coureur Swearbull qui va comme ça, avec des notes franchement moyennes, médiocres, prendre le classement provisoire. Après Narvaez, Narvaez il est fort cette partie. Je le trouve vraiment fort. Ça va switcher en fait. Il va y avoir comme ça plusieurs mecs qui vont passer en tête du général provisoire avant que Ben King ne s'en empare. Et là tu te dis non mais c'est pas vrai. Hirschi par contre fait subir à Bagioli, deuxième au général, une véritable humiliation puisque Andrea Bagioli va se faire doubler par Hirschi
et prendra excessivement cher. Donc on a été totalement battu en vérité. O'Connor qui gagne le CLM, mine de rien. Attention à Ben O'Connor. Attention, Hirschi ne l'a pas gagné. Il se rapproche à 52 secondes. Et nous, on a définitivement éclaté. 9e Bagioli, 3 minutes. Van Sevenant, 5,30. Voilà, c'est pas grave. C'est une expérience, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Ça change. Et dernière étape de ce Tour de Suisse, décisive pour le général entre Hirschi et Ben O'Connor, eh bien c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors du coup, je suis tenté par l'échappée avec Honoré, je suis tenté par cette échappée, forcément, puisqu'il y a des points à aller chercher, il y a un maillot à conforter, et puis on sait jamais. Sur un scénario où on nous laisse un petit peu de champ, peut-être une étape à remporter. Donc à voir. Au sein de l'échappée, on ne peut pas dire que Honoré soit en présence de coureurs trop forts par rapport à lui. Vous voyez, le classement de la montagne, c'est quasiment fait au premier GPM. Ça va être, pour ainsi dire, fait dès le deuxième, puisqu'il reste quoi, un hors catégorie, et non, c'est fini, c'est bouclé. C'est bouclé, on peut penser donc raisonnablement à l'étape. Ouais, mais le problème, c'est que, en fait, cette étape, ça va être difficile de la chercher. Malheureusement, on a un peloton qui n'a jamais accepté l'idée que l'échappée puisse prendre du champ, même s'il y avait quand même pas mal de retard pour les membres de l'échappée au général, mais jamais on a laissé le champ à cette échappée, ce qui fait qu'en fait, pendant la dernière grosse ascension du jour, le hors catégorie qu'on voit ici, le peloton se rapproche, enfin le peloton, les favoris on va dire, se rapprochent tellement du groupe à l'avant que je me décide à essayer de partir tout seul. J'essaie de partir tout seul avec Mickaël Honoré en me demandant si éventuellement la descente ne pourrait pas nous profiter. Est-ce qu'on pourrait pas bénéficier d'une certaine léthargie à l'arrière? J'attends quand même Fabio Haro parce que tout seul, en fait on a vu qu'Honoré est plus fort que les autres. Donc à partir de là, c'est pas grave de les attendre. C'est pas grave. Derrière, il y a une passe d'armes. Parler d'étape décisive pour le général. Hirschi est en train de rouler comme un malade derrière Ben O'Connor. Ça, c'est hyper important. On va jouer de malchance un peu avec Honoré ici, qui va chuter et, par contre, chanceusement, se relever avec Van Sevenant. Bon, du coup, changement de stratégie du côté de Koenig Quick-Step. On joue le coup à fond pour Van Sevenant. Ouais, Bagioli, il a explosé en plein vol et tout. Pas besoin d'en parler. C'est plié l'affaire, le pauvre à -2. Victoire d'étape, peut-être. En tout cas, ça pourrait être rigolo. On tente quelque chose. On tente à rapprocher avec Van Sevenant. Et qui est-ce qui craque au moment de l'accélération? Marc Hirschi, qui craque complètement. On est dans un final où il nous reste juste un homme à portée de fusil. Voilà ici. Je vais tenter de partir. On tente de déposer Cameron Mayer. Ce sera pas le cas. Finale à 4. Impey. Le Hongrois Walter. Ça nous fait penser à autre chose. Et l'ami Cam Mayer. Qui est-ce qui va lancer, évidemment? C'est Daryl Impey. Et Daryl Impey va s'imposer. Ouais, c'est assez logique. Entre les 4, en tout cas, celui qui va le plus vite, c'est clairement Daryl Impey. Et derrière, surtout, ce qui compte, c'est O'Connor qui va renverser, on peut le dire. Renverser le classement général. Le pauvre Marc Hirschi aura cruellement manqué de soutien dans cette toute fin de Tour de Suisse. Et c'est AG2R Citroën qui s'adjuge le classement général. Donc, rebondissement à la fin. C'est ce qu'on a failli voir, d'ailleurs, c'est rigolo. Sur le Dauphiné que je vous ai proposé juste avant, Pogačar, il a 2 doigts de se faire renverser à la fin, et Hirschi se fait renverser à la fin. Donc un général final très étonnant finalement pour une épreuve World Tour de 8 jours comme ça.
on n'a pas l'habitude en fait d'avoir un top 10 ainsi constitué, mais au moins c'était un petit peu rafraîchissant, ça permettait de proposer un petit peu autre chose. On va, après quelques écrans de bilan, hein, par-ci par-là, sur ce Tour de Suisse, passer aux choses sérieuses de cette fin d'épisode. C'est quelques petites réflexions d'avant Tour de France. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé. J'ai aussi posé une question. C'est vraiment suite à ce Dauphiné où j'ai vraiment pris très très cher. En fait, la certitude que il sera difficile en fait de pouvoir être compétitif sur le Tour de France si on ne s'en donne pas les moyens. Et donc en fait, après un sondage que j'ai mis, je crois que c'était dimanche, sur le Discord, les résultats étaient très très clairs. Il y avait une immense majorité, environ 80%, qui préférait voir une lutte pour le général, donc finalement un certain choix d'équipiers, notamment Cataneo, Van Sevenant, Bagioli ou Honoré, pour ce Tour de France, plutôt qu'emmener une équipe initialement prévue et donc très très rouleuse en fait, hein, disons orientée autour de costaud. Après, on se heurte à une difficulté du coup, parce que quand vous refaites votre programme en cours de saison et aussi proche d'une échéance, j'ai comparé Bagioli avec Honoré. Il m'a semblé qu'Honoré avait un petit avantage, notamment en récupération, qui pouvait lui faire espérer bénéficier de formes du jour un petit peu supérieures, notamment 1+1 prévisionnel. Et il y a des stages, parce qu'en fait, moi j'avais déjà calé pour la Vuelta une équipe autour de Almeida, Remco, mais Cavagna également, mais surtout il faut annuler tous les stages, parce que vous pouvez pas inscrire sur le Tour de France Van Sevenant et Bagioli si en fait ils sont déjà prévus sur des stages de reco. C'est pas mal fait, alors qu'il y a d'autres opus PCM où on pouvait le faire, hein. On pouvait, et du coup le mec ratait son stage, etc. Là non, on va perdre la moitié du fric qu'on avait dépensé pour bloquer les stages, annuler tous les stages, et ensuite refaire notre planif. Vous voyez, par exemple, s'il y a une course prévue, c'est mort, hein. Donc il faut libérer pour Honoré. Ici, on replace un petit peu les choses par-ci par-là. Reprogrammation, je demande un petit peu, est-ce que je suis pas en train de faire une grosse bêtise en fait en faisant ça? Bon, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'on se prive donc de Tim de Klerk, on se prive de Morkov, on se prive de Yves Lampart, et on va plutôt comme ça sur un choix de Cataneo, Bagioli et Van Sevenant. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le choix sur lequel je me suis arrêté. Essentiellement à cause de ce Dauphiné en fait, hein, où vraiment j'ai vu à quel point s'il n'y a pas un peu de soutien pour Alaphilippe, c'est explosion garantie, et donc impossibilité de jouer le général. Je l'avais envisagé, hein, de ne pas jouer le général. Je l'ai proposé, encore une fois. 80% me disent non, joue le général. Ok. Donc, voilà un petit peu comment se sont passées les choses. Moi, j'étais prêt à me dire, allez, objectif victoire d'étape, maillot à poids, ou un truc du style. Mais non, on veut jouer le général. Alors on jouera le général dans l'épisode 13 sur ce Tour de France à venir. Vous voyez, on recale tous nos stages. Ouais, parce que la Vuelta, elle peut être intéressante. Elle peut être intéressante en se disant, par exemple, qu'on joue le coup à fond autour de Remco Evenepoel, voir un petit peu quelle est l'adversité aussi. Enfin, je pense que j'ai envie de la jouer, puis pour pouvoir aussi expérimenter une première fois ce fameux cousin de l'Angliru, là, auquel on a assisté aujourd'hui, puisque je parle jeudi soir de 2 septembre. Voilà, à très vite pour la suite, et donc le Tour de France 2021 pour le variant. Bye bye.